Est-ce qu'une attaque vers la Crimée ne sera pas considérée par Poutine comme justement un danger existentiel qui nécessitera un changement de politique et donc de nouveau ce spectre nucléaire? Claude Moniquet, vous l'avez toujours dit, la guerre sera longue, mais la Russie finira par la perdre. Oui, alors on n'en est pas encore là, hein, clairement, mais on assiste depuis quelques jours à la fameuse contre-offensive ukrainienne qui avait été promise et qui a l'air de plutôt bien se passer pour les Ukrainiens. Alors cette contre-offensive, en effet, était normalement prévue au mois de juillet, au mois d'août. Elle arrive un petit peu tard. Pour quelle raison arrive-t-elle maintenant ? Elle arrive maintenant pour une raison simple. D'abord, il a fallu mobiliser des forces importantes, il a fallu déplacer des troupes, et aussi il a fallu attendre d'avoir un équipement suffisant, puisqu'en fait, ce qui caractérise cette contre-offensive, c'est une utilisation massive de l'artillerie, les fameux canons, les canons français César, les HIMARS américains, qui tirent à 80 ou 120 km, et qui permettent une préparation d'artillerie qui est en cours depuis plusieurs jours, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'offensive terrestre pour le moment, pour détruire les ponts qui permettent de faire circuler les troupes, détruire l'artillerie russe et préparer le terrain. Mais pour ça, il fallait les canons. Ils n'arrivaient pas, ils sont arrivés, ils sont à l'œuvre, et on est en face réellement de la plus grosse opération d'artillerie ukrainienne et certainement de la plus grosse offensive militaire ukrainienne depuis le début de la guerre, et de la première qui ne soit pas purement défensive mais qui soit offensive. Alors elle est dirigée sur les territoires qui ont été évidemment conquis par l'armée russe. Peut-on réellement imaginer que l'armée russe va se retirer? On va de nouveau assister peut-être à une guerre de type Verdun où chacun campe sur ses positions pendant de longs mois. Alors, on n'en est pas là, parce qu'en fait, si on regarde, j'ai amené deux cartes pour qu'on comprenne bien les choses. Si on regarde les cartes, donc pour le moment, nous avons des offensives dans le nord du pays, mais nous avons surtout des offensives qui sont concentrées autour de Kherson, et de la région de Kherson, sur le Dniepr. C'est là que porte aujourd'hui l'effort le plus important des Ukrainiens. Mais c'est assez compliqué, parce que sur cette carte qui est à plus grande échelle, on voit que d'abord, c'est un front qui est immense, c'est un front de 160 km du nord au sud, le long du Dniepr, et les Ukrainiens vont se heurter à deux problèmes. D'abord, ils doivent effectivement conquérir du terrain, parce que c'est pas l'artillerie qui gagne une bataille, c'est pas l'aviation qui gagne une bataille, c'est l'occupation du territoire par des blindés et par de l'infanterie. La guerre, depuis des milliers d'années, c'est ça. Si on n'occupe pas le territoire, on ne gagne pas. Donc il va falloir avancer. Il va falloir avancer sur Kherson. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, les troupes ukrainiennes vont devoir traverser le Dniepr. Ça paraît difficile, parce que le Dniepr, à cette hauteur, fait à peu près 800 mètres de large, et les Ukrainiens n'ont pas de moyens de génie qui permettent de construire des ponts qui, de toute façon, pourraient être détruits par les Russes. Donc, ce qu'ils font pour le moment, c'est détruire les infrastructures russes, détruire les ponts, essayer de bloquer dans une poche sur la rive nord-ouest du Dniepr à peu près 10 000 soldats russes qui s'y trouvent. Et déjà, si les Ukrainiens arrivent à un moment donné à capturer ces 10 000 soldats russes, ce sera une énorme victoire pour... à capturer ou à laisser s'enfuir 10 000 soldats russes? Le but est de les capturer. Le but dans la guerre, c'est pas de laisser fuir les gens, c'est de les tuer ou de les capturer. Faut être cash quand on... Pour les échanger ensuite pour simplement les mettre hors de combat. Je veux dire, un ennemi qui fuit, c'est un ennemi qui demain peut nourrir, réarmer, ravitailler, etc., peut revenir au combat. On n'a pas envie qu'il revienne. Donc on le tue, on le blesse, on le capture. C'est le but de la guerre, ça l'a toujours été. Donc le but, c'est de capturer 10 000 soldats russes. Ça va être difficile, parce qu'une série de ces soldats vont être exfiltrés malgré tout. Les Russes peuvent encore, en utilisant des bacs, des ferries, ce qu'ils font depuis quelques jours, puisqu'il n'y a plus de ponts utilisables, ils peuvent encore en extraire quelques-uns. Mais même si les Ukrainiens arrivent à capturer quelques milliers de soldats russes, ce sera une gifle symbolique énorme pour Poutine, et ce sera clairement le signe visible par tous de ce que je dis, et je ne suis pas le seul depuis quelques-uns. Depuis le début, vous dites en effet que cette guerre sera en effet perdue par la Russie à un moment ou à un autre, de par l'armement qui est en effet fourni aux Ukrainiens, de par un armement assez sophistiqué qui leur permet en effet de tirer à plus longue distance. On sait aussi que cette distance pourrait être encore plus grande si les Américains donnaient de l'artillerie qui tire à plus de 100 km, mais à ce moment-là, vous pensez aussi que là, on joue avec le feu?
Alors, on verra si on y arrive. Les Ukrainiens doivent d'une part faire la preuve qu'ils savent se servir de ce matériel. Ils sont en train de la faire. On va voir jusqu'où ça va aller. Et ils doivent faire une deuxième preuve qui est qu'ils ne vont pas s'attaquer de manière trop frontale à des territoires russes. La Crimée étant... Voilà, parlons de la Crimée. Est-ce que si la Crimée est considérée comme un territoire russe, en tout cas certainement par la Russie, est-ce qu'une attaque vers la Crimée ne sera pas considérée par Poutine comme justement un danger existentiel qui nécessitera un changement de politique et donc de nouveau ce spectre nucléaire? On a eu pendant l'été, en juillet et en août, on a eu des tirs d'artillerie sur la Crimée, on a eu des sabotages dus manifestement soit à des forces spéciales ukrainiennes, soit à des partisans ukrainiens en Crimée qui ont détruit des stocks d'armes, des dépôts d'armes et des aéroports dans la presqu'île. À part des gesticulations et de grandes phrases, ça n'a pas amené de la part de la Russie de réactions incontrôlées. On n'est pas dans le cadre... manifestement, les Russes semblent admettre, même s'ils disent que la Crimée c'est la Russie, que la Crimée, d'une manière ou d'une autre, est quand même part du théâtre des opérations. Je pense plus à la possibilité, au nord de la Crimée, de l'Ukraine, pardon, de frapper directement le territoire russe, et là, bien entendu, ce serait une autre affaire. C'est ça qui explique que les Américains, pour le moment, sont un peu réticents à livrer des canons, des lance-missiles qui pourraient tirer à 150, 160 km. Mais revenons à la Crimée, vous m'avez l'air quand même très confiant dans le fait d'imaginer que la Crimée pourrait être reprise comme territoire ukrainien, alors que malgré tout, quand même, quand la Crimée a été annexée en 2014, la population de Crimée n'a pas été mécontente de voir l'armée russe arriver dans la région. Oui, ça reste à prouver parce que à partir du moment où on a eu essentiellement quand même des rapports qui venaient des Russes, des informations, des images qui venaient des Russes... Il n'y a pas eu de résistance, sinon on aurait vu une guerre comme aujourd'hui. Même si on sait que depuis 2014, la guerre existe au Donbass. Les conditions militaires étaient tout à fait différentes. Il y a eu ce qu'appellent les Russes, en effet, un soft surrender, une reddition douce et gentille. La présence militaire russe en Crimée est nettement supérieure à ce qu'elle était et ce qu'elle est même aujourd'hui dans le Donbass. La Crimée, c'est le principal port de guerre sur les mers chaudes à Vladivostok. Justement, donc je reviens à la question. Si les Ukrainiens s'attaquent à la Crimée, ils s'attaquent quelque part à la Russie. Oui, mais d'abord, on n'en est pas là. Hein. Je veux dire, pour le moment, personne ne parle d'attaquer la Crimée, pardon. La question de la Crimée sera réglée plus probablement politiquement, d'une manière ou d'une autre, dans un avenir beaucoup plus lointain, quand la guerre se terminera. On verra comment elle se termine à ce moment-là. On verra ce que donneront les négociations. Mais si les Ukrainiens arrivent à prendre, pas la ville de Kherson, parce que ça, ce sera très difficile. La ville de Kherson est une très grande ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, dans lesquels les Russes pourraient se battre, en faire un Stalingrad, et la guerre dans une ville est extrêmement difficile et extrêmement coûteuse en vie humaine, qu'elle soit civile s'il en reste ou militaire. Donc je ne pense pas que les Ukrainiens vont s'attaquer à la ville de Kherson. Mais isoler une partie de l'armée, oui. Alors d'abord isoler l'armée au nord du Dniepr, ça c'est sûr, enfin c'est ce qu'ils essaient de faire, mais ils peuvent, s'ils arrivent à faire franchir le Dniepr par des forces suffisantes, prendre une partie de l'oblast, ce qu'on appelle l'oblast, la province de Kherson, isoler la ville, qui à ce moment-là subirait un siège classique. Autre siège. Oui, du style Verdun ou du style du siège de Leningrad entre 1941 et 1943. Et là, en plus, étant donné la situation géographique de l'oblast, ça couperait la Crimée. Ça ne serait pas une menace directe militaire contre la Crimée, mais ça la couperait de son lien avec les autres territoires et avec la continuité territoriale qui, en remontant sur le sud-est, conduit à la frontière russe. Et ça, ce serait un gain très appréciable. On n'en est pas là. Non, l'été s'achève aussi. L'automne arrive. On connaît tous l'automne russe. On sait très bien comment et Napoléon et Hitler y ont perdu des guerres. Est-ce que la guerre ne va pas, d'une façon toute naturelle, au mois d'octobre, au mois de novembre, changer totalement de configuration et recommencer, ou ne pas recommencer au printemps ? Vous avez tout à fait raison de souligner ce point. On est dans les dernières semaines utiles pour les combattants des deux côtés de cette saison. Dans l'hiver, l'automne et l'hiver viennent très vite à l'Est, et en Russie et en Ukraine. Donc on est début septembre. Grosso modo, dans un mois et demi, au maximum, on va commencer à avoir des pluies massives qui vont rendre le terrain hors route boueux et impraticable pour les blindés.
bombardés. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé en février. En février, on était encore en hiver, et les Russes ont eu d'énormes problèmes à acheminer leurs blindés ou leurs colonnes, parce que sur les routes, elles étaient bombardées, et en dehors des routes, elles s'embourbaient. Donc, on va avoir la même situation. Donc on est vraiment dans le dernier effort de cette saison. Et effectivement, après, on aura plus probablement une guerre de position avec des tirs d'artillerie. Le temps, pendant cette longue période qui va aller grosso modo de novembre à février ou mars, le temps pour chaque armée de se refaire des forces, de se rééquiper, de se réorganiser. Et puis on verra au printemps, effectivement, comment les choses tourneront. Mais beaucoup de choses dépendent des gains et des pertes des uns et des autres de ces prochaines dans les semaines qui viennent. D'accord. Et puis on verra aussi, évidemment, comment la diplomatie va faire son travail, parce que n'oublions jamais que la diplomatie travaille 24 heures sur 24 en toutes circonstances, et que clairement son travail ne cessera pas. Et on verra aussi que on n'en est pas là parce que je me permets d'intervenir sur la diplomatie pendant quelques secondes. On n'en est pas là parce qu'il n'y a pas de base commune de discussion. Les Ukrainiens, il y avait une base commune jusqu'au massacre de civils, de Boutcha, etc. À partir du moment où les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité russes sont devenus évidents, le discours ukrainien a changé. On n'a plus parlé de négociations. D'ailleurs, les négociations qui avaient eu lieu en Turquie ont été interrompues. Les Ukrainiens ont commencé à dire nous allons récupérer tout le territoire perdu, y compris la Crimée. Et les Russes ont dit la Crimée, le Donbass, Kherson, Zaporizhzhia, c'est chez nous et on y est pour toujours. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de base de négociation. Il y aura une base de négociation quand un des deux adversaires sera assez affaibli pour ne plus avoir d'autre solution que négocier. Ce qui risque malheureusement ça va prendre encore un peu de temps. On reparlera aussi la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, Claude Moniquet, de la guerre économique qui va évidemment s'abattre en partie sur l'Europe, puisque l'hiver arrive pour les Européens aussi, et que le prix du gaz, le prix des énergies va exploser. Oui. Et cette guerre-là aussi pourra certainement aussi modifier les opinions publiques. Cela peut aussi peut-être changer le cours de la guerre. Et si c'est une radio, Claude Moniquet ? Absolument. La musique adoucit les mœurs, paraît-il. Merci de nous écouter, www.sisradio.be. À la prochaine fois et merci pour tous vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.